pour déjà c'est l'organisation de cette journée et de m'avoir convié. Donc, je vais vous parler de pollution atmosphérique et cancer du sein, et plus particulièrement des risques et des impacts sanitaires en France qu'on a identifiés et estimés. Alors, quand on regarde le contexte épidémiologique des 30 dernières années, en termes d'incidence du cancer du sein, on a un plateau depuis une vingtaine d'années. Donc, on va dire pas grand-chose à signaler à ce niveau-ci. Par contre, quand on regarde en termes de contraste géographique, en fait, il y a quand même quelques éléments intéressants. Et on voit, bon, c'est assez léger sur l'incidence, mais en tout cas, sur la mortalité, on le voit très bien, qu'on a des régions, en fait, qui sont beaucoup plus concernées que d'autres, et notamment, eh bien, les Hauts-de-France. Alors, si on regarde non plus de façon graphique, mais de façon, de façon cartographique, mais de façon graphique, si vous regardez l'incidence, puisque c'est ça dont j'ai parlé dans le reste de cette présentation, le top 3, c'est Île-de-France, Hauts-de-France et PACA. Alors, retenez le trio de tête. Maintenant, je vous montre une carte des niveaux moyens de PM10 en France. Alors bon, on a peut-être envie de faire une petite analogie quand même. Et donc, c'est un petit peu moins flagrant avec les NO2, même si le pattern reste quand même globalement le même. Donc, quand on voit ça, on a envie, ça est légitime de se poser la question, y aurait-il un lien entre les deux? Et donc, c'est la question à laquelle on a essayé de répondre avec les équipes INSERM de Grenoble et ici du CESP, dans le cadre du projet EPI2R, qui est piloté toujours, on va dire, puisque c'est pas fini, par Pascal. Les financeurs, c'était l'ANSES et l'ARC. Alors, pour répondre à cette question, on a opté pour un design probant, c'est-à-dire une revue de la littérature doublée d'une méta-analyse. Alors, la revue de la littérature a été menée sur PubMed de façon systématique par Clémentine du CESP, que vous connaissez, Clémentine Lemarchand. Et cette requête nous a retourné 203 résultats. Donc, on va passer un petit peu vite sur la cascade. Et puis, à la fin, on a identifié en parallèle 32, 27 et 36 associations pour 3 polluants, PM2,5, PM10 et NO2 respectivement. Et on a mené une méta-analyse sur chacun de ces polluants. Donc, je vais vous présenter les résultats aujourd'hui de NO2, puisque le temps est court, et ce sont les résultats les plus intéressants. Alors, donc là, je vous ai fait une synthèse de toute la littérature pour ce qui est des associations entre exposition au NO2 et incidence du cancer du sein. Donc, vous reconnaissez quelques études françaises. Donc là, on en parlait encore à l'instant de E3N. Vous retrouvez Cécile aussi, de l'étude 4 et moins pilotée par Pascal sur le cancer du sein. Et donc, tous ces risques relatifs ou OR sont exprimés pour une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube des niveaux de NO2. Donc, on a fait la méta-analyse de tous ces risques individuels. Et donc, on arrive à un méta-risque avant correction de 1,027 et après correction pour un biais de publication qu'on a identifié de 1,023. Donc, c'est une association qu'on peut juger faible, mais néanmoins significative, avec un intervalle de confiance entre plus 0,5 et plus 4,1%. Alors, je vous parlais de ce petit biais de publication qu'on a identifié. Donc, on est passé par une méthode classique, hein, c'est un funnel plot. Et donc, vous voyez, ce funnel plot est particulièrement asymétrique, avec une surreprésentation des associations allant dans un sens positif. Donc, pour corriger ce biais de publication mis en évidence, on a réalisé une trim-and-fill analysis qui, pour aller vite, en quelques mots, permet de créer de façon artificielle des études le minimum nécessaire afin de retrouver un funnel plot équilibré. Et donc là, je vous donne le résultat ici, et c'est ainsi qu'on a découvert ce plus 0,3% pour chaque augmentation de milligrammes par mètre cube de niveau de NO2, et c'est une association qui est corrigée pour le biais de publication. Une fois ce résultat obtenu, on est allé un petit peu plus loin, et on a eu envie d'estimer le nombre de cas de cancer du sein qui pourraient être attribuables à l'exposition à la pollution atmosphérique en France chaque année. Et on a réalisé pour ça une EQUIS, une évaluation quantitative d'impact sanitaire. Donc, ce sont des études maintenant qui vous sont, je pense, toutes familières, qui permettent d'associer des données démographiques, de pollution et de santé
via des données étiologiques. Et quand on met tout ça dans le checker, ça nous donne des niveaux d'impact sanitaire, les impacts sanitaires étant particulièrement élevés dans les zones densément peuplées et fortement exposées. Au passage, merci Pascal, tu dois reconnaître la carte de ton article de 2016. Alors, les résultats. Donc, on a utilisé en données sources les données du modèle CISCLAD, qui est un modèle de dispersion physico-chimique développé par l'INERIS, les données de l'INCa et les résultats de notre méta-analyse. Et on a ainsi estimé que chaque année, 1677 diagnostics de cancer du sein pourraient être évités si les niveaux de NO2 étaient égaux au minimum français. On n'a pas pris 0 parce que 0 ce serait un petit peu drastique. On s'est fixé au 5e percentile des niveaux de NO2 à l'échelle de la France. Ça correspond à 3,15% des diagnostics annuels. Comme la santé, c'est de l'argent, on a estimé aussi un petit peu plus loin combien ça coûte, quelle est l'enveloppe annuelle, en considérant 3 types de coûts. Les coûts tangibles directs, c'est-à-dire les coûts de santé et d'hospitalisation, qu'on a estimé à environ 48 000 € par cas de cancer. Les coûts tangibles indirects, c'est-à-dire liés à l'absentéisme et à la perte de productivité et le travail, les indemnités journalières, etc., qu'on a estimé à 9 000 € par cas. Et enfin, les coûts intangibles qui sont liés au grief et à la perte d'espérance de vie. Et ceux-ci, on les a estimés à un peu plus de 430 000 € par cas. Et si vous multipliez ça par 1677, ça vous fait une enveloppe totale annuelle de 825 millions, une bagatelle. On est allé encore un petit peu plus loin. On a essayé de comprendre quelles peuvent être les voies d'action de ces polluants atmosphériques, de ces polluants atmosphériques. Et donc là, nous, on est en épidémio, donc c'est pas un objectif auquel on peut répondre, mais on s'est documenté au regard de la littérature. Et alors, il y a 2 résultats que je ne vous ai pas présentés. Au-delà de ce 2,3% d'augmentation du risque de cancer du sein lié au NO2, on a remarqué un risque plus élevé lorsqu'on ciblait sur les sous-types tumoraux ER+, PR+, et on a un risque qui est doublé. Vous voyez qu'on est à 4,5%, puisque là, c'est pour 2,3%, c'était pour toutes les études confondues. Et si on cible les études qui portaient chez les femmes avant la ménopause, on arrive à un risque d'environ plus de 6%. C'est-à-dire qu'on a quand même une idée d'un effet potentiellement hormonal. Et donc, on a exploré la littérature dans ce sens-là. On n'a pas trouvé de propriétés cancérogènes ou hormonales intrinsèques au NO2. Ceci dit, le NO2 est considéré comme le meilleur traceur de l'exposition à la pollution au trafic automobile. D'ailleurs, quand je vous ai montré la carte tout à l'heure des niveaux de NO2 en France, de loin, on pourrait confondre avec une carte routière. Donc, dans le NO2, finalement, cette exposition au NO2, sans être l'agent cancérogène, pourrait être en fait un indicateur, un proxy d'une exposition à un polluant qui, lui, n'est pas réglementé, donc mal suivi en termes d'exposition, mais qui pourrait être l'agent déterminant. Et notamment, d'après la littérature, on peut penser au benzène, au HAP ou aux métaux lourds. On va passer un petit peu vite. Pour les métaux lourds, gardons en tête le nickel et le vanadium qui a été associé par épidémiologie et toxicologie. Le benzène, de la même façon, association épidémiologique et in vivo. Et ensuite, les HAP, et particulièrement le benzoapyrène, avec des associations en épidémiologie professionnelle, avec, et là c'est très intéressant, avec des fenêtres d'exposition à risque élevé et des fenêtres qui sont toutes associées à la vie reproductive et donc hormonale, c'est-à-dire la puberté, la grossesse et avant la ménopause, et aussi des propriétés œstrogéniques qui ont été mises en avant par approche in vitro et vivo. C'est un article ce sont des travaux qui ont été valorisés au travers d'un article dans EHP il y a 2 ans tout pile, et qui ont eu un grand écho dans la presse nationale et internationale. Merci pour votre attention.